bien, bonjour à toutes et à tous. Ah, ça va, vous êtes nombreux quand même, hein. Donc, on va commencer par vous remercier toutes et tous. D'abord pour m'accorder un peu de votre temps pendant cette conférence au lieu d'aller manger des crêpes, parce que c'est quand même sympa. Et puis un spécial merci à Mixit. Ça fait plaisir d'être à la maison. C'est ma première fois, vous voyez, comme quoi tout arrive. Et on va essayer de passer un petit moment à parler d'un sujet autour du terminal et des applications qu'on peut réaliser dans un mode purement terminal. Rapidement, je me présente. Je m'appelle Thierry Chantier. Je suis aujourd'hui développeur advocate chez Dataiku. Si ça vous intéresse, le petit QR code, c'est parce qu'il y a du recrutement, mais il y a aussi un stand si vous voulez discuter. Il y a des gens super bien pour parler du produit en plus. Donc c'est génial aujourd'hui, c'est la fête pour moi, c'est facile. Et puis si vous me cherchez après pour poser des questions ou autres que vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas. J'ai disparu de X, mais sur Blue Sky ou Mastodon, pas de problème. Petite particularité locale, vous entendrez parler de Mixtin, le petit logo là. Hop, demain, vous allez avoir 40, 50 enfants qui vont être côté de la mezzanine. Là, et j'aurai le bonheur d'aller prendre des leçons avec eux parce que c'est eux qui ont des choses à nous apprendre. Voilà, allons-y. On va commencer parce que j'ai un peu les cheveux grisonnants. Donc quand je ne sais pas un truc, je demande d'abord à Wikipédia. Moi, j'ai commencé par Wikipédia. Et souvent, la réponse, elle est quand même elle est pas mal. C'est quoi une TUI? Donc déjà, moi, il y a un petit effet waouh, et puis ça me permet d'utiliser des modèles locaux de génération d'images. L'intéressant, c'est de savoir qu'on va parler en fait d'applications qui sont souvent nées d'abord d'un besoin qui était une CLI, une command line, et qui a évolué parce qu'on a eu un besoin différent, notamment la capacité à occuper la totalité de l'écran, mais pas que. Et puis comme j'ai eu la chance d'enseigner un petit peu, il a fallu que je me fasse un truc un peu spécial qui s'appelle ChatGPT. Donc je lui demande aussi, alors c'est pareil, il a beaucoup de choses à raconter, pas toujours des bêtises, faut pas déconner, c'est encore plus waouh évidemment. Et ce qu'il faut retenir, je pense ici, c'est que du coup, toute cette histoire de faire des interfaces dans un terminal, ça ne va pas inventer une technologie en soi, en termes de bas niveau, ce qui va se passer dessous. La technologie des terminaux, on va faire un petit tour, elle existe depuis des décennies. Et on va essayer de s'appuyer sur des standards existants. Donc là, il y a quelques petites imprécisions. Ce n'est pas exactement que la table de caractère ASCII, par exemple. Mais ce n'est pas bien grave. Pour une approximation, c'est quand même pas mal. Et ma propre définition, c'est un peu plus simple. C'est quand vous avez envie d'avoir une application qui soit dans votre terminal, il faut qu'elle occupe le maximum de votre terminal, qu'elle soit interactive et surtout qu'elle soit le plus utile possible sans vous faire perdre le focus. Le gros truc, souvent, c'est ça. C'est à quoi ça peut servir, à ne pas perdre le focus quand vous êtes déjà dans un terminal et que vous ne souhaitez pas changer d'environnement. On va faire un petit peu d'historique, parce qu'avant d'arriver aux terminaux, là, je me suis arrêté. Hein. Je vous déconseille l'effet lapin dans le terrier. Là. Vous commencez à faire l'historique, vous remontez. Alors, je me suis arrêté là parce qu'on est à Lyon et que ça tombe bien parce que c'est un Stéphanois. Et du coup, Monsieur Jacquard, je vous jure, en fait, à l'époque, il y avait toutes les mécaniques de métier à tisser. Ça impliquait généralement deux personnes. La personne qui faisait passer la navette en elle-même, et une deuxième personne qui allait changer les différents fils qui permettaient de régler les dispositions des différents motifs à réaliser en cours de production. Ça s'appelait un tireur de lac. Et le tireur de lac, c'était malheureusement souvent un enfant. Donc ça chiffonnait un petit peu Monsieur Jacquard. Et puis concrètement, c'était pas bon pour la productivité. Mais surtout, il aimait faire attention aux enfants. Donc il s'est dit, on peut faire mieux que ça. Et il s'est inspiré de plein de choses. Et l'aboutissement, ça a été de formaliser en fait un système d'instruction sur des cartes perforées qui permettait d'avoir la définition du motif et donc de plus avoir besoin de cette personne en position dangereuse sous un métier à tisser, enfin tout ça. Et surtout, ça allait beaucoup plus vite. Donc, on a déjà un système avec un système automatique finalement avec une entrée déjà. Deuxième système un peu intéressant, ça va être le Morse. Alors lui, le système d'entrée, il est un peu plus classique, c'est la petite manette, vous savez, court long, tout ça. On transmet ça sur des fils, mais à l'arrivée, l'opérateur n'était pas toujours là. Alors, il pouvait le faire à la volée et retranscrire, mais si pour X raison, il n'y avait pas d'opérateur à ce moment, on a imprimé sur une bande. Et donc là, on avait le premier output d'une machine, toujours pareil. On commence à se poser des questions d'encodage, on commence à parler d'alphabet, de choses de ce genre-là.
Et pour la petite histoire, Monsieur Morse estimait qu'il passait à peu près un tiers de son temps à batailler dans les différents journaux de l'époque pour garder la paternité de ses inventions. Donc déjà, les problèmes avec les brevets, ça date de longtemps. Là, on commence à frôler les trucs vraiment intéressants, vous allez comprendre rapidement autour des terminaux. En 1890, les États-Unis lancent, alors ce n'était pas le premier, mais un très gros recensement de la population. Et ce qui se passe, c'est que c'était quand même une opération longue, lourde, compliquée. Il fallait faire des sondages, les gens allaient interroger, et ensuite il fallait collecter l'information, la transporter, la retranscrire. Il y avait beaucoup de choses qui se perdaient en cours de route. Donc, ils ont fait un appel d'offres. Et c'est intéressant de voir que c'est cet appel d'offres qui a fait naître, par exemple, IBM, qui a fait naître la marque, qui était une marque de machine à écrire, Hemington. Oui, c'est ça, je ne sais plus le nom exact. En tout cas, il y a plusieurs industries qui se sont créées à ce moment-là. Et surtout, toutes ces entreprises se sont mis d'accord sur un formalisme de cette carte perforée qui permettait d'encoder les différentes réponses. Et même un peu plus loin, on pouvait, dans certains cas, il y avait entre guillemets, des champs libres où on pouvait donner un peu plus d'informations. Et en tout cas, ça a nécessité d'encoder le langage et l'alphabet. Donc c'est là où on a commencé à voir l'apparition de l'ASCII et les autres formats. Je ne sais pas si vous êtes suffisamment vieux pour avoir fait du mainframe, mais BCD, EBCDIC, si vous avez fait de la S400 ou des machines de ce type-là, c'est là où vous allez les rencontrer. Et surtout, vous aviez 80 colonnes pour encoder votre information. Et ça, si vous avez utilisé les terminaux il y a longtemps, c'était la norme. Donc là, hop, on passe à une étape très très importante, c'est que on va permettre dorénavant, avec le système de téléscripteur ou de télétype, alors télétype c'était la marque, on n'avait pas le droit de l'utiliser en dehors, mais c'est assez rigolo de se dire que télétype ça a donné TTY, qui sur une machine Unix représente quand même quelque chose de significatif, sur les ports série notamment. On va étendre l'usage de ce qu'on avait déjà vu sur les cartes perforées. Et cette fois, on va faire un échange qui va encoder et décoder. Alors l'encodage part d'un clavier de type machine à écrire ou d'un cadran pour tout ce qui était numérique. Et le résultat, c'était pas un écran, c'était une imprimante. Voilà. Donc le résultat s'affichait en langage humain, mais s'affichait en impression. Donc là, on a franchi déjà un bon pas. Tout ce qui est téléscripteur Telex en France, la norme c'était Telex. Ça a quand même duré jusqu'à la fin des années 90. Quand j'ai regardé, j'y croyais pas, mais ça a presque franchi les années 2000. Et puis, à un moment donné, toutes les technologies commencent à converger et c'est DEC qui sera parmi les premiers, pas les seuls, pour formaliser ce fameux clavier, un écran, puisqu'on commençait à avoir des écrans de qualité. Et le VT100 a choisi un écran de 80 colonnes. Bim bam, magique. Si on continue un petit peu l'évolution, on est arrivé rapidement à des interfaces évidemment graphiques. Alors là, je vous ai mis quelques-uns de mes chouchous. Tant pis pour ceux qui préféraient l'Amiga. Moi, j'étais plutôt Atari. On faisait en fonction des cercles d'amis qu'on avait dans le quartier. Bon, voilà. Pas de commentaires. Il a bien fallu en passer par là un jour. Ça, c'est ma petite révélation. Quand Ubuntu est apparu, pour plein de raisons. Il n'y avait pas que le côté graphique qui était sympa, mais il y avait un aspect communautaire que j'ai un peu découvert avec Ubuntu. Ça, c'est mon petit truc perso, c'est le fait d'avoir un Unix avec une vraie interface qui fonctionne, c'est sympa. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous êtes curieux dans ce domaine-là, mais on a maintenant même des desktops dans le navigateur, des choses purement cloud, tout ça. N'empêche, dans tout ça, là, jamais le terminal n'a disparu. On m'a parlé tout à l'heure. J'avais complètement oublié, mais effectivement, sur l'Atari, quand on développait en GFA basique, on avait un espèce de DMAX ou un Super VI en fait. On était en pur texte. Il y avait un mode qui fonctionnait intégralement comme ça pour maximiser l'usage de l'écran. On avait aussi un mode à la souris, mais c'était déjà à cette époque. En tout cas, ni les terminaux ni les CLI n'ont disparu. Je ne sais pas si parmi vous, je vous poserai peut-être la question plus en détail tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a qui opèrent des cubes, des l'infra, des choses comme ça? Un petit peu, quelques-uns, soyez pas timide, on ne mord pas. Donc a priori, je pense que si je vous dis que vous utilisez des CLI régulièrement, ce n'est pas un mensonge, ça paraît pas déconnant. Je pense que vous êtes peut-être parmi les premiers, en tout cas à m'avoir fait découvrir à moi l'usage des applications en mode TUI.
Le meilleur exemple, c'est j'y connaissais rien à Kubernetes, malgré... elle est repartie, Aurélie? Si, tu es là. Malgré le fait de travailler avec une super collègue qui connaissait sur le bout des doigts les commandes kubectl, moi K9S c'était quand même pas mal. Et d'avoir une interface qui vous montre un petit peu comment ça pourrait se passer sans se rappeler toutes les commandes, il y a des fois c'est utile. Et surtout, ça casse pas le flow. Quand vous êtes connecté sur une machine à distance, que tout ce que vous avez c'est une connexion SSH, c'est quand même souvent plus simple d'avoir un petit binaire posé qui va vous faire ce type d'interface que de déployer, pour X raisons, des applications plus complexes. Donc ça, c'est pour vous mettre un petit exemple. Voilà, c'est un peu foncé, mais c'était juste, voilà, K9S, ça a ce genre de... Ça va, j'ai pas été trop sauvage. Hop. Il jouait du piano debout. Ouais, c'est vieux hein, comme référence, et en plus, j'aime pas ça. Hop. Donc, je vais vous montrer tout de suite un usage un peu plus concret, un peu plus récent. Ça s'appelle Posting. Et la première chose que je vais faire, pour que vous y voyez quelque chose. Donc tout ça, on va le revoir beaucoup plus en détail, parce que ça s'appuie sur... c'est développé en Python avec le framework textual, et je vais vous faire un petit bout de live coding juste derrière avec. Et l'idée de cet outil, c'est de proposer un équivalent à Postman, mais en restant dans le terminal, en fait. Donc voilà, j'ai gardé 2 petits bouts de requête, il n'y a rien de magique, hein. Vous avez ce genre d'outil qui vous permet de récupérer le résultat, de regarder les headers, les cookies, enfin un classique, mais en restant dans le mode terminal. Et ça, moi personnellement, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Pas bouger du terminal quand vous êtes en train de développer une petite API vite fait dans un coin, enfin ça peut vraiment rendre des services. Donc ça, K9S, pour moi, c'est les deux que j'ai le plus utilisés, mais voilà, il y en a plein d'autres. Et surtout, hop, donc là normalement, ça c'est au cas où ma démo marche pas. Il faut toujours avoir au moins une slide, sinon il n'y a rien à montrer, c'est moche. Donc c'est juste pour vous montrer que ça peut aller beaucoup plus loin. Là, j'ai pas détaillé, mais vous avez aussi de quoi rajouter des tokens, de quoi avoir des bibliothèques de jeux de test d'API. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Enfin bref, j'aime beaucoup ce produit. C'est très sympa et c'est entièrement open source, bien sûr. Mais c'est pas tout ça. Forcément, il y a un moment, vous allez vouloir coder vous-même votre TUI. Pas forcément parce que vous en avez besoin, mais juste parce que c'est sympa à faire quand même. On va pas se mentir, on aime bien ça. Avant de partir dans la démo, j'ai une demande à faire que je fais à chaque fois que j'essaie de faire ce talk. Si parmi vous, il y a des gens qui développent en Java, déjà, est-ce qu'il y a des développeurs Java dans la pièce? Ouais. Moi aussi, voilà, en l'occurrence aussi. Mon grand désespoir pour ce talk, c'est que j'ai pas trouvé de framework pour faire de la TUI. Pour la CLI, zéro souci. La partie Picocli, nickel. Une petite couche de Quarkus. Je vous renvoie là le petit lien, c'est un talk de Stéphane Philippard qui vous montre tout ça. On peut vraiment aujourd'hui faire une CLI multiplateforme. Il y a tous les outils, pas de problème. Et puis quand on arrive à la couche TUI, ben moi j'ai pas trouvé de projet aujourd'hui qui soit réellement fonctionnel. Le plus abouti, c'est Lanterna. Mais genre le dernier commit il y a 2 ans, on sent que c'est pas fini. Moi ça m'a pété un peu à la gueule au début, donc bref. Je suis ici pendant 2 jours. Si quelqu'un a une idée de comment faire des TUI en Java, je suis super preneur, ne serait-ce que pour pouvoir faire la démo en Java. Et non pas, comme je vais le faire tout de suite, en Python. Alors après j'adore Python aussi. On va faire le tour. J'ai vu ceux qui avaient développé en Java. Est-ce qu'il y en a qui développent en Python ou qui utilisent le langage Python? Ouais. Pardon, moi aussi. Est-ce qu'il y en a qui développent plutôt avec le langage Go? Je lève une demi-main parce que c'est moins souvent. Est-ce qu'il y en a qui développent avec Rust en production? Merci. Je suis très triste de dire ça à chaque fois, mais c'est un peu une réalité. Mais par contre, je vais vous montrer un framework qui est pour moi le plus abouti aujourd'hui. C'est ça qui est paradoxal. Donc la démo ira pas très loin. Je vous donnerai des pointeurs de gens qui ont des démos beaucoup plus sympas que moi. On verra dans le détail le pourquoi du comment. Donc là, je vais vous montrer une petite application, hop, qui est évidemment pas du tout celle qui devrait être à l'écran. Et ça, c'est pas grave. Par la magie du waouh. Hop, c'est parti. Je vais vous montrer les différents outils qu'on va utiliser. Je vous ai rappelé tout à l'heure que souvent ça partait du fait qu'on développe une CLI. Aujourd'hui,
je trouve que la librairie la plus sympa pour faire de la CLI en Python, c'est Typer. Mais c'est sûrement parce que je suis biaisé. C'est la même personne qui a fait FastAPI, le framework. Et du coup, comme je connaissais FastAPI, quand j'ai voulu faire ça, les annotations ont la même tête, les principes sont les mêmes. Pour moi, ça a été plus facile. Après, il en existe d'autres, évidemment. Mais celui-ci, en tout cas, fonctionne très très bien. Là, pour l'instant, elle ne va rien faire l'application. Je vais quand même vous montrer avec un peu plus. Mais c'était juste pour vous dire que le principe général de cet outil-là, c'est vraiment vous déclarez un objet typer et vous dites, vous lancez l'application, terminé, c'est parti, votre CLI est fonctionnel. Je n'aime pas me casser la tête avec des trucs trop compliqués, vous allez vite le comprendre. Tout ce qu'on va rajouter là, ça va être le premier niveau. Donc là, voilà. Est-ce que c'est assez gros? Parce que ouais, c'est peut-être un peu juste, l'écran n'est pas énorme. Hop, je dois pouvoir... C'est mieux là? Si c'est pas mieux, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus, mais tout sera disponible à la fin, pas d'inquiétude. On va agrandir un petit poil. Donc là, en fait, juste, on rajoute une annotation et on va lui dire, à Typer, on lui indique une annotation qui va indiquer les commandes qu'on va avoir dans la CLI. Juste avec ça, si je vous montre déjà ça, c'est le moment où on fait les petites prières au dieu des démos, tout ça. Voilà. Donc là, tout ce que ça a fait, aux surprises, ça m'a affiché le petit message que je voulais afficher là. N'empêche, l'affichage, comme vous l'avez vu là, je ne suis pas passé par un print classique, je suis déjà sur un objet qui s'appelle console. L'objet console, on commence à être à cheval entre la CLI et ce qui va aboutir à la TUI. J'utilise la librairie Rich, et vous allez voir derrière qu'on va utiliser Textual, c'est la même personne et la même équipe qui est derrière tout ça. La partie Rich va se concentrer sur, que vous soyez en CLI ou pas, dans la manipulation de tout ce qui va être le terminal. Vous allez faire un petit peu de mise en forme, il y a déjà des objets qui vous permettent de manipuler la console, ce genre de choses. Et donc le fait d'utiliser tout cet ensemble, ça permet par exemple, si je vous relance ça, pour le même prix, sans coder rien de plus, je vous l'offre, en ouvrant la fenêtre plus grande, parce que sinon on ne voit rien, évidemment. Putain, j'adore PyCharm, alors, je vous jure, faut les aimer fort d'amour. Non mais je crois qu'il y a un moment, hein. Mais sans déconner, hein. Je vous jure que c'est pas un gag. Voilà. Donc là, directement inclus en fait dans Typer, vous avez plein de mécaniques qui sont déjà en jeu, sans que vous les ayez implémentées. Le fait d'avoir une aide qui va suivre tout ce que vous allez rajouter en commande, qui va utiliser les docstrings pour faire la description de chacune des commandes, c'est déjà des mécaniques qui sont en place pour vous. Vous allez avoir la possibilité d'avoir une complétion disponible dans votre shell, donc directement là, et ça peut vous générer le petit bout de fichier si vous ne voulez pas l'installer automatiquement, vous verrez ce qu'il y a dedans, et après vous le rajoutez, je ne sais pas, votre .bashrc, votre ZSH, l'outil que vous utilisez, normalement ça devrait fonctionner. Donc là c'est Typer qui vous offre ça de base, et je trouve ça quand même intéressant d'avoir moi j'aime bien, je ne sais pas vous, mais moi je développe juste pour en faire le minimum possible et avoir un résultat sympa. Hop, ça, c'est bien beau d'avoir des snippets, mais des fois, il y a la mise en forme qui part en sucette et il me perd mes imports. Donc j'ai juste rajouté une deuxième commande, donc rien de plus, une deuxième fonction. Le fait de mettre une annotation qui, ce coup-ci, va appeler la commande user. Et vous allez voir que déjà, le premier changement, c'est si je lui dis rien. Bon, on va mettre directement help, c'est pareil. Je bataille déjà assez avec la fenêtre. Voilà. Vous voyez, déjà, il a rajouté en fait le fait que j'ai mes deux commandes. Et ici, on a le texte qui correspond à ma première partie de documentation de ma méthode. C'est utilisé comme documentation de la description de votre commande. Donc à partir de là, vous avez vraiment une CLI. Et juste pour vous montrer, parce que ça a son importance juste après, je vais vous montrer le code. Ça appelle une API qui fonctionne. J'ai une instance de notre produit qui tourne en local. Il y a une API, ça va interroger pour faire la liste des utilisateurs. Et puis après, on verra une petite liste de projets avec des métadonnées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la librairie Rich, je ne suis toujours pas en mode TUI, mais Rich fournit déjà un objet de type table qui va vous permettre d'avoir des headers, qui va vous permettre d'avoir le concept de ligne, qui va vous permettre d'avoir de la mise en couleur, de la mise en forme. Et je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'il y a des trucs super intéressants dans la mise en forme. Bon, là, c'est le petit, c'est mon petit helper. C'est juste pour vous montrer. Voilà, on crée un client, je lui donne l'autre, c'est ma machine locale, j'ai une API key et je lui demande ma liste d'utilisateurs. Basta, ça me retourne une liste. Ça me suffit pour cet exemple. Tout à l'heure, c'est pareil, on va récupérer la liste des projets et puis je fais une petite pirouette pour avoir juste une partie des infos et pas tout balancer, ça sert à rien. C'est pas le plus important dans l'histoire.
Et par contre, si je reviens sur le composant lui-même, ici on lui dit qu'on va construire une table avec ces informations d'utilisateur. Je vais essayer de réduire dans ce sens qu'on voit quelque chose quand même. Donc vous voyez là, l'objet table, c'est un objet de la librairie Rich. Vous pouvez déjà lui donner le petit titre qu'on voit apparaître juste au-dessus. Vous avez toute votre description de vos colonnes. Vous avez déjà des concepts. J'imagine que ça parle si vous avez fait ne serait-ce que 2 lignes de HTML et de CSS. Il n'y a aucun mystère. Will McGugan, qui est le créateur de Textual et de Rich, est à la base un développeur web, avant de se passionner pour le monde des terminaux. Et il voulait retrouver des mécaniques qui pour lui étaient efficaces, puisque c'était son quotidien jusque-là. Et donc il a cherché à reproduire tout ce qui venait du monde CSS et du monde HTML quand c'était pertinent, quand il trouvait que c'était utile. À tel point que Textual, si vous voulez faire un petit tour complet, un petit peu rigolo, vous avez fini votre application TUI, il y a un petit flag en bêta maintenant, et vous balancez ça et vous avez un site web en fait qui apparaît. La boucle est bouclée, tout va bien. Vous avez rajouté vos colonnes, ensuite vous allez juste rajouter les lignes, rien de plus. Vous auriez pu là aussi reformaliser par-dessus les descriptions qui avaient été déjà mises sur chaque colonne. On peut surcharger en fonction des lignes, j'en sais rien, si vous voulez faire une alternance de couleurs, on peut faire ce genre de choses. Et on retrouve tous les concepts autour du CSS dans ce genre de description. Si on revient maintenant à notre petit exemple, on en est à une CLI qui, ma foi, fonctionne déjà pas mal. On va lui demander de rajouter la partie TUI. Pareil, mon petit truc d'import, hop, il a eu barbatruc. Rien de plus, je rajoute une nouvelle commande, une nouvelle annotation qui va correspondre à la partie TUI. Et ce coup-ci, je lui ai tout créé dans un objet admin TUI. On va voir tout de suite ce que c'est. Et derrière, je lui dis, tu le lances. C'est juste que j'ai dérivé, alors on ne voit pas les imports, on va les mettre là. J'ai pris l'objet application de Textual, j'ai juste surchargé un certain nombre d'infos. Je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir, le code aura du sens normalement tout de suite pour vous après. N'hésite pas à me dire si je ne me mets pas assez près du micro, parce que je sens que ma voix fluctue des fois. Ouais, je vais me rapprocher un peu, parfait. Donc là, on est vraiment, pour la peine, on a à nouveau cette liste d'utilisateurs qu'on avait tout à l'heure, mais vous voyez que là, je suis avec les flèches sur mon clavier, j'ai déjà un concept d'onglet. Là, j'ai 2 tables sur 2 formes de données différentes, certes, et ici, j'ai un nouvel élément qui, lui, me permet de naviguer dedans, et potentiellement, une fois qu'on est arrivé sur ce type d'objet, qui va être une data table et pas juste une table, ça veut dire que vous allez pouvoir l'éditer, vous allez pouvoir avoir de l'interaction différente. Dans les outils fournis par défaut facilement avec Textual, vous avez la possibilité de rajouter des raccourcis clavier. Donc là, il est un peu petit mon écran quand même, c'est un peu la misère. Hop. Alors, quand il est comme ça, hop, voilà. Je peux, alors j'ai le U pour passer ici, on voit tout en bas de l'écran, c'est peut-être pas évident pour ceux qui sont au fond, mais on m'indique que si j'appuie sur U, je vais sur l'onglet qui correspond aux utilisateurs. Si j'appuie sur P, je passe à la liste des projets. Et si j'appuie sur T, je vais à la table qui représente les métadonnées du projet. Donc il y a tout ça. Là, pour la peine, encore aussi, c'est cadeau, c'est Textual qui fournit ce genre d'outils. Vous allez avoir la possibilité, inclus dans le framework et extensible bien sûr, d'avoir ce menu qui ressemble un petit peu à la palette que vous avez dans VS Code ou ce genre d'outils. Vous allez pouvoir changer le thème, vous allez pouvoir maximiser, quitter l'application si vous n'avez pas mis un raccourci spécifique, en sachant qu'il y en a un par défaut évidemment. Et moi, je l'utilise assez souvent. Inclus par défaut, vous pouvez aussi faire des screenshots de votre application. Alors c'est juste un besoin très pratico-pratique quand on développe une librairie et qu'on veut faire une doc. Il ne quitte pas l'exemple qu'il est en train de faire, il fait son screenshot et il passe à la suite. Donc voilà. Et on peut après avoir le côté help qui apparaît d'ailleurs à ce moment-là. Voilà. On vous donne sur le côté les touches actives et ce qu'on peut faire avec. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Allez-vous me dire, car vous êtes curieux et fort pertinent. La partie pour les petits raccourcis, c'est juste un formalisme. On décrit ça dans un objet bindings qui est compris par Textual. Et vous décrivez en fait la méthode que vous allez utiliser. Donc là, c'est par convention. Et ici, le show tab, c'est une méthode utilisée par Textual pour passer d'un tab à l'autre, d'un onglet à l'autre.
Vous allez retrouver un petit peu aussi, pour ceux qui ont fait du développement web aussi, des concepts qui sont des fois dans Angular ou dans React ou dans d'autres systèmes web à base de composants. Vous allez avoir la phase où on crée le composant. Et puis vous allez avoir la phase où vous allez décrire le composant et éventuellement la phase où vous allez update le composant. On retrouve exactement ces mécaniques. Là, j'ai fait le choix de charger les métadonnées dans la phase mount, mais évidemment, si vous voulez utiliser la data table, il faut mettre la mécanique d'update. Voilà. Mais comme ça faisait moins de code pour vous montrer, déjà sur le petit écran, ça fait beaucoup. J'ai pensé que ça suffisait largement. J'en profite pour faire comme tout à l'heure. Je crée la table ce coup-ci qui va correspondre à ce que je vais vouloir afficher dans le cas des projets. Et c'est là où on va avoir des composants qui, pour la peine, vont être des composants plutôt côté textuel maintenant. Donc on a des concepts comme avoir un footer pour mettre des infos, genre les key bindings, ça apparaît dedans. Vous avez des objets qui vont être ceux qui vont accueillir le fait que mon application, elle a des onglets, donc on l'écrit de cette façon-là. Et comme ça, vous cascadez, vous composez toute votre interface par étape. Le bloc le plus simple, c'est statique, ça ne va rien faire de mieux. Quand vous le lancez en mode web, ça va faire une div, c'est exactement ça, c'est juste ça vous fait votre emplacement. Et puis à la fin, on a la data table. Et puis ici, c'est la petite fonction qui permet de switcher entre les différents éléments et indiquer lequel est actif. Donc tout ça, c'est avec Rich pour la mise en forme, Typer pour l'aspect CLI, mais il y a une petite slide où il y a tout le résumé après, et Textual pour la partie TUI. Donc hop, ça c'était une démo, mais je peux vous en montrer rapidement. On est bien, yes. J'avais un petit exemple pour ceux qui utilisent GitLab. J'ai une API très bien documentée. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Merde, si je fais des typos dans tous les sens, on va pas y arriver. Non. Il y arrive à un âge, la mémoire, c'est plus ce que c'était. Donc ça interroge l'API et ce que ça fait. Ah oui, si je lui donne pas de commande. C'est bien parce qu'il peut me le rappeler. De la même façon, j'avais d'abord développé une TUI. L'idée, c'est d'avoir une to-do list qui était gérée pour moi sur GitLab. Je me faisais des items, des issues, je me les affectais, ça me faisait une to-do. Et dans la foulée, une fois que j'ai eu la CLI, hop, j'en ai fait aussi une TUI. Et ça passe. Donc ça passe parce que le réseau, des fois, a des petits OK. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc on retrouve les mêmes concepts. Simplement, je suis allé un petit peu plus loin dans mon exemple que j'ai fait tout à l'heure en démo, mais vous avez des tables, vous avez exactement les mêmes objets. Toc. Maintenant, j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas que des développeurs Python ou Java. On va donc... Hop. Ouais, je vais zoomer à mort là, parce que sinon... Toc. Ça sera peut-être un peu mieux. Hop. Toujours suivre les conseils d'Aurélie si vous ne savez pas. Il faut toujours vérifier le répertoire avant de lancer une démo, parce que des fois, vous n'êtes pas dans le bon répertoire. Non, c'est pour tester si elle est partie de la pièce ou si elle est encore là. Donc là, celle-ci, je ne sais pas si elle va fonctionner. Je vais essayer de vous la lancer, et puis après, je vous montre le code qui va avec. Donc là, ce coup-ci, c'est la partie Go. Si, ça fonctionne. On va retrouver les mêmes concepts de table, le fait qu'il y ait une interaction, le fait de pouvoir styler les éléments. On va tout de suite regarder ce que ça donne. Et j'ai utilisé l'API de Steam, qui est pour moi l'API la plus magique de l'univers, parce qu'elle répond ce qu'elle veut, quand elle veut. Donc des fois, elle me répond 8 éléments, des fois là, 2. Donc oui, je me suis remis à Elite Dangerous en 2025, c'est possible. Et elle est gentille avec moi, elle ne montre pas mes 300 heures de Diablo. Donc c'est très bien, c'est parfait. Mais ouais, c'est un mystère à chaque fois. Donc c'est pareil, hein, vous allez voir, on va regarder le code. Là, j'ai eu des raccourcis clavier sans que j'ai codé rien de spécifique. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Hop. On va retrouver d'autres, bien sûr, frameworks. Hop. On va retrouver... c'est pas là qu'ils apparaissent, donc ça sert à rien. Là, c'est le début du code, c'est juste la récupération des API pour Steam, pour interroger l'API Steam. Et puis, je fais un appel pour avoir une liste. C'est juste un appel HTTP que j'ai encapsulé. Tiens, voilà, si vous voulez voir, il ne faut jamais avoir honte de... Alors, ça ne marchera pas comme ça parce que je suis dans PyCharm, yes. Hop. Mais on peut montrer quand même comme ça.
Donc pour tous ceux qui développent au quotidien du Go, je m'excuse profondément, je ne suis pas développeur Go, il y a sûrement des choses moches. Le repo est à votre disposition et je suis preneur de toute forme de PR. Voilà, on encapsule une requête HTTP, on renvoie comme un cochon le body et ça va très très bien. Je vous jure que ça fonctionne, vous venez de le voir vous-même. Et la partie TUI, qui est ce qui nous concerne, elle va s'appuyer. On va utiliser des produits faits par Charm, ou Charm SH, je ne sais pas le nom, entre le site web et le nom de la société, bref, qui fait plein d'outils. J'adore, rien que pour le choix des noms. Déjà, moi, on m'a rien qu'au choix du nom sur un framework, je suis un homme facile, c'est comme ça. Vous allez avoir LibGloss qui va être la librairie qui va être utilisée pour tout ce qui va être mise en forme de vos caractères, le styling, tout ça, c'est ce qui va être utilisé. Et puis, vous allez avoir BubbleTea qui va lui être le framework pour la partie TUI. Et là, vous voyez qu'il y a une table qui a un import spécifique parce que là où Textual choisit, mais c'est peut-être aussi la philosophie Python globalement d'avoir tout dedans, on essaie de maximiser les composants présents dans la librairie. Ici, BubbleTea fait le choix aussi de fournir toute la mécanique et puis quelques composants de base. Et après, à vous de choisir ce que vous allez importer ou pas dans votre projet en fonction de ce que vous avez besoin d'utiliser. Mais on reste chez Charm, c'est leur repo. Vous avez des choses, des solutions tierces, évidemment. Mais déjà avec ça, on est pas mal. On va aller direct sur ce qui avait été appelé tout à l'heure. Juste ce qu'on va faire, c'est on va, comme tout à l'heure, avoir un objet qui va permettre de décrire. Donc là, on commence à avoir une description qui est un peu différente, mais si vous développez du Go, vous n'êtes pas surpris, je pense, pas particulièrement. On ne fait pas la mise en forme tout de suite. Là, on est vraiment sur de la description de la métadonnée qui va correspondre à votre tab, à la définition de vos colonnes, par contre. La mise en forme, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, vous la verrez pas vraiment là. C'est juste dans cette partie-là, après je lui dis quand il y a le focus, il se passe des choses, c'est là où vous avez la sélection qui progresse. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de magie, on a tous les objets autour de la table, on a un header. Encore une fois, philosophie légèrement différente, on crée tous les objets, on les assemble, et à l'arrivée, vous avez aussi le modèle qui va accueillir les données que vous venez de récupérer pour pouvoir avoir l'interaction. Donc là, je trouve que c'est quand même déjà un peu mieux fait que ce qu'il y a dans Textual où il y a quand même toute la mécanique de données à vous taper à côté. Là, au moins, vous avez déjà les mécaniques Go qui sont disponibles. J'ai un deuxième petit outil, mais là, c'est juste pour vous montrer peut-être plus le pourquoi. Tac. J'adore faire Go, run, point. Ça fait partie de mes mystères de l'univers Go. C'est pas fabuleux ce que ça fait, hein. C'est juste ça interroge les API système de votre machine, ça regarde la consommation CPU, ça regarde la consommation mémoire. Par contre, c'est votre outil, c'est votre code. Si au milieu de tout ça, il y a une application très précise que vous voulez rajouter sur vos process, c'est votre outil, vous faites ce que vous voulez. Accessoirement, ça consomme rien du tout, mais bon, ça n'a pas réinventé ni HTOP, ni tous les outils qui font déjà ça. Mais en tout cas, au niveau code, c'est exactement les mêmes librairies qu'on vient de voir. C'est le même genre d'outils. Hop. Hop. Donc c'est tout en un là par contre. Vous allez juste avoir les deux petites librairies qui vous permettent d'interroger la partie CPU et la partie mémoire. Mais le reste, vous retrouvez BubbleTea, vous retrouvez LibGloss et en l'occurrence une table. Pareil, vous définissez le modèle que vous allez alimenter avec les deux librairies d'interrogation CPU et mémoire. Là, ça va un peu plus loin. Dans la partie LibGloss, le theming est beaucoup plus actif quand vous n'utilisez pas le terminal qui est dans PyCharm, parce que, bref, je vous passe les détails. Il y a des choses à activer que je n'ai pas activées parce que ce n'était pas le sujet de cette démo-là. Ça, c'était la partie Go. Et donc, c'est là où je pars en courant, me cacher sous un rocher, parce qu'il y a une démo Rust, bien sûr, qui n'est pas là. Yes. Et par contre, ça j'adore. Si vous développez en Rust, c'est pas Rust moi que j'aime, c'est les outils autour de Rust. Cargo, c'est le plus bel outil pour gérer un écosystème. La meilleure preuve, c'est que si vous faites du Python, Astral est en train de faire ça avec UV et compagnie. On est en train d'avoir ce genre d'outils. Pas de surprise, c'est des gens qui développent en Rust, ils ont juste repris le concept. Voilà, bref, j'aime beaucoup cet outil. Hop.
Et alors là, c'est-à-dire que je vais de moins en moins loin de ce que je vais pouvoir faire techniquement avec tout ça. Mais quand même, quand je vais vous montrer le code, c'est là où il y a la chose pour moi la plus importante quand vous faites des TUI avec Rust. Déjà, ça apparaît là, c'est que l'outil s'appelle Ratatouille. Et je veux pas savoir si ça se dit Ratatouille ou je sais pas quoi, c'est Ratatouille. Ils ont choisi le logo, c'est un petit rat avec une toque de chef, c'est Ratatouille. Je veux dire. Donc déjà, moi, ça s'est arrêté là. J'ai beau ne pas savoir coder en Rust, je voulais faire une application avec. Ok, c'est du marketing, ça marche avec moi, ça fonctionne. Et là, pour la peine, déjà avec Go, c'était déjà un peu le cas. Et en creusant un petit peu et en posant des questions aux gens qui sont plus habitués à utiliser Rust, c'est plus dans la philosophie de l'écosystème Rust de faire des choses d'un contexte plus petit, mais par contre de le faire très très bien. Du coup, vous n'allez pas avoir un framework où il y a tout dedans. Ça, c'est pas du tout l'esprit. Et notamment, la gestion du terminal ne se passe pas dans la librairie Ratatouille, elle se passe dans une librairie juste à côté. Donc si on va voir la partie application elle-même, hop, c'est Crossterm, la librairie qui va gérer cet aspect-là. La partie Color Air va être celle qui va permettre de mettre un petit peu de mise en forme autour. Donc on a une petite spécialisation qui est différente. Voilà. Moi aussi, quand je dis que les noms me plaisent, un truc qui s'appelle request écrit comme ça, c'est pareil, j'ai envie de faire des appels HTTP de partout. Et pour ce qui est de l'application, on retrouve les mêmes mécaniques de construction. Donc là, je fais juste appel. J'ai même pas vérifié que la quote, c'était pas n'importe quoi en fait. Je sais même pas ce qu'il y avait. On retournera le voir. Ça vous a pas choqué? J'ai pas entendu de oh. J'ai essayé de prendre un site safe. Et puis une fois qu'on a ça qui est mis en forme, on va demander justement à l'application de faire un rendu qui est dans la partie draw. Et c'est là où je trouve que c'est l'approche qui me parle le plus et qui est la plus puissante au final. Vous avez ici la partie layout avec une façon, je trouve, de construire votre layout qui est très 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 facile à comprendre, très facile à utiliser. Tout le reste pour moi est très compliqué parce que c'est Rest et que je ne suis pas familier. Mais par contre là, je retombe immédiatement sur une façon de composer qui est super simple. Je sais que je vais avoir une composition verticale facile à comprendre. Je sais que je vais vouloir partager l'ensemble avec un pourcentage. Ça aurait pu être en nombre de lignes ou en nombre de colonnes suivant ce que vous choisissez. Et vous lui donnez l'objet qui est la frame, c'est l'objet principal de votre application. Derrière, vous allez utiliser les petites librairies Color Air et tout ça qui permettent Color Air, pardon, qui permettent d'avoir un peu de mise en forme. C'est pareil, moi je trouve que c'est quand même ok. Textual utilise des trucs CSS, moi je suis pas développeur web, ça me parle encore moins. Par contre, quand il y a écrit bold, blue et centered, ça me parle tout de suite. Donc je trouve que de ce côté-là, il y a une efficacité qui est quand même au rendez-vous. Et ce qu'on verra certainement pas dans cette application-là, c'est le côté performance où là, c'est les applications en TUI qui sont aujourd'hui en termes de performance pure. Alors peut-être pas les plus robustes, j'ai cru entendre à une keynote ce matin, mais normalement en Rust si aussi. Donc vous devriez avoir le meilleur des deux mondes. Il faut savoir qu'il y en a qui font des applications, ils ont benchmarké, on arrive à des frames par seconde complètement hallucinants. Je pense qu'on doit pouvoir commencer à faire du jeu en mode terminal assez facilement. Et pas que du Doom, ça commence à avoir un rendu qui est extrêmement performant. Tout comme Go, Rust bénéficie aussi du fait que ce soit vraiment accessible pour cibler plusieurs plateformes, chose qui sera beaucoup plus compliquée de faire avec Python. Ça sera facile si vous déployez votre application comme une application Python en partant du principe que le lieu où vous déployez a le Python qui correspond, mais c'est plein de contraintes. Alors que là, au moins, avec Go et Rust, vous allez pouvoir avoir une vraie distribution. En sortie de CI, vous faites votre release et en avant. Une jolie CLI, par exemple, je ne sais pas, Docker Desktop ou une super CLI. Voilà, on va essayer de faire un petit résumé sans arracher le micro, j'y vais doucement. Donc je rappelle, si vous avez des solutions qui permettent de faire des applications TUI en Java, je suis preneur et j'irai faire un talk à Stéphane juste pour le plaisir. Maintenant, le petit résumé, mais on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est que en Python, j'ai utilisé Typer pour la partie CLI et j'ai utilisé Textual pour la partie TUI. Vous pouvez vous amuser à prendre chaque slide, mais à la dernière, spoiler, il y a le lien sur la présentation. Ça sera plus facile de tout prendre à la fin. Je laisse faire les photos, je vois qu'il y en a quelques-unes, pas de souci. Dans l'autre sens. Pour la partie Go,
J'ai pas évoqué la partie CLI, mais parce que je trouve que c'est même pas de discussion, là, c'est Cobra. Voilà. Et puis BubbleTea pour la partie, alors BubbleTea plus tout l'écosystème autour de Charm. Allez voir ce qu'ils font en TUI, il y a des outils, il y a l'outil VHS que je vous conseille si vous faites des démos. Ça vous permet de scripter dans un terminal et d'avoir un rendu dans un GIF animé par exemple. C'est génial pour faire une démo à un collègue, vous voulez expliquer un truc, c'est vachement bien. Ce qu'on n'a pas vu aussi, pardon, dans Rust, c'est que pour la partie CLI, c'est Clap. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'aussi avancé. Ceux qui font un peu du Rust, si ça vous parle, non, je sais pas. J'ai trouvé que Clap comme référence. Et je suis un très mauvais élève. Ça, c'était à Devox. Il y avait un talk sur Ratatouille, mais je vous invite à regarder les replays, en l'occurrence sur Ratatouille, il n'est pas ici. Et si vous voulez voir tout le code et me faire des pull requests en Go, parce que j'ai vu les sourcils se soulever tout à l'heure, je parle même pas du Rust, parce que là, j'accepte, mais tout. Je ferme les yeux. Du moment que ça marche, j'accepte. Ça sera forcément mieux que ce que j'ai écrit. En tout cas, il y a toutes les démos qui seront dans ce repo. Et bien sûr, vos contributions qui me permettront de le faire avec la partie Java. Et merci, merci et merci.